Si vous êtes fan de Star Wars, vous n'avez pas pu passer à côté de la série The Mandalorian, le phénomène planétaire qui aura su conquérir le cœur des fans mais également des critiques, grâce à son esthétique époustouflante, sa narration épique et bien évidemment ses personnages iconiques. Mais au-delà de la qualité indéniable, The Mandalorian a également réussi là où la postologie a échoué. Comment cette série a-t-elle réussi à captiver un public aussi large et fidèle? Qu'est-ce qui a rendu son storytelling si différent, innovant dans l'univers de Star Wars? Comment Mandalorian est-elle parvenue à renouveler son genre et reconquérir le cœur des fans? Et bien pour le savoir, je vous propose de plonger avec moi dans les coulisses de la série et d'explorer ensemble les raisons de son succès. Découvrons comment la série a su remettre au goût du jour certains des éléments de l'univers étendu et comment elle a su fédérer une nouvelle génération de fans tout en respectant les codes de la saga originale. Alors préparez-vous pour un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine, et découvrons ensemble les secrets de production et les choix créatifs qui ont fait de la série The Mandalorian le meilleur projet Star Wars de l'ère Disney. Mais alors, The Mandalorian, qu'est-ce que c'est exactement et de quoi ça nous parle? Eh bien, The Mandalorian, c'est une série populaire située dans l'univers de Star Wars, créée par Jon Favreau, le réalisateur derrière la trilogie Iron Man du côté du Marvel Cinematic Universe, et Dave Filoni, principalement connu pour sa série coécrite avec George Lucas du nom de Clone Wars. The Mandalorian, c'est une série qui suit les aventures de Din Djarin, un chasseur de primes solitaire, incarné à l'écran par Pedro Pascal, qu'on peut voir actuellement aussi dans la série The Last of Us, un personnage qui opère dans les régions les plus éloignées de la galaxie après la chute de l'Empire. Lorsqu'il accepte une mission pour capturer une créature mystérieuse appelée l'Enfant, il découvre avec stupeur que l'Enfant est en réalité un bébé de la même espèce que celle de Yoda, une découverte qui bouleverse alors tous ses plans. Au cours de la saison 1 et 2, le Mandalorien voyagera à travers la galaxie avec l'Enfant afin de trouver un endroit sûr où se cacher des forces malveillantes qui cherchent à le capturer en faisant parfois la rencontre de divers personnages avec de bonnes intentions comme le personnage d'Ahsoka Tano, ou alors d'autres encore avec des intentions beaucoup plus obscures comme le personnage de Moff Gideon. Oui, alors je fais un petit aparté, l'enfant il s'appelle Grogu en fait, parce qu'on pouvait pas continuer à l'appeler éternellement Baby Yoda ou juste l'enfant. C'était pas possible. The Mandalorian, par son scénario, il va vraiment casser les codes préétablis depuis plus de 40 ans et proposer une série remplie d'action, de combats, de pistes laser, de batailles spatiales, de rebondissements inattendus, offrant des moments d'émotion, de surprise pour les fans de la série, mais également de la saga. Mais pour comprendre toute l'étendue de ce que représente la série The Mandalorian, je n'ai pas d'autre choix que de revenir en arrière et vous parler de ce que représente vraiment Star Wars pour ses fans. L'occasion également de revenir sur Star Wars Underworld, ainsi que la série Star Wars The Clone Wars, et tout ce qui a pu faire aujourd'hui le succès de The Mandalorian, de l'impact qu'elle a eu, et surtout comment une histoire aussi différente des films a pu voir le jour. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous faire un résumé détaillé de Star Wars du début à la fin, déjà parce que ça serait trop long, et deuxièmement parce que ça serait vraiment trop compliqué. Mais néanmoins, j'aimerais revenir sur certains points primordiaux afin de mieux comprendre et aborder cet univers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Star Wars, c'est l'une des franchises les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Créée par George Lucas en 1977, la saga de science-fiction se déroule dans une galaxie lointaine et suit les aventures d'une multitude de personnages inoubliables, comme par exemple Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa, Dark Vador, Obi-Wan Kenobi, Yoda et encore bien d'autres. Elle est séparée en 3 trilogies distinctes, sorties entre 1977 et 2019. Premièrement, au début, il y a la première trilogie, sortie dans les années 70-80, comprenant Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Cette première trilogie suit les aventures de Luke Skywalker, originaire de la planète Tatooine, qui devient impliqué dans une guerre contre l'Alliance rebelle et l'Empire galactique. Il est aidé par Han Solo, la princesse Leia, ainsi que 2 droïdes. Leur mission, elle est simple, détruire les super-armes de l'Empire et vaincre Dark Vador, le bras droit de l'empereur Palpatine. La deuxième trilogie, c'est déjà un peu plus compliqué, elle s'appelle maintenant la prélogie. Elle est sortie dans les années 90-2000 et elle regroupe elle aussi 3 suites. La menace fantôme, sortie en 99, l'attaque des clones, quelques années après, et la revanche des Sith. Cette fois-ci, l'histoire et les événements se déroulent avant la trilogie originale et suit le parcours d'Anakin Skywalker qui, après avoir suivi la voie de la lumière en devenant un Jedi, se tourne ensuite vers le côté obscur de la Force pour devenir Dark Vador. La prélogie, elle présente également des personnages emblématiques tels que Maître Jedi Obi-Wan Kenobi, la sénatrice Padmé Amidala, ainsi qu'une flopée de nouveaux personnages indispensables. Mention spéciale à Mace Windu par exemple. Au final, cette trilogie, c'est comme une épopée qui nous aide à mieux comprendre les enjeux de la première trilogie grâce aux différents événements qui conduisent à la chute de la République et à l'ascension de l'Empire. Et vous pensez que c'était fini? Comme tout le monde d'ailleurs, normal. Eh bien non, la franchise Star Wars se terminera avec une 3e et dernière trilogie. Le réveil de la Force, les derniers Jedi et l'ascension de Skywalker, sorti entre 2015 et 2019.
Sans oublier, évidemment, même s'ils ne font pas partie de la saga Skywalker, des films dérivés comme Rogue One et Solo. Ces films suivent les aventures de nouveaux personnages tout en se concentrant sur la lutte entre la Résistance et le Premier Ordre pour le contrôle de la galaxie. Même si certains de ces films furent des succès indéniables au box-office international, leur succès critique est encore à déterminer. Beaucoup, moi y compris, ont été déçus, voire énervés de cette dernière trilogie. Seul le film Rogue One, que je vous conseille vraiment d'aller voir, nous racontant l'histoire d'un groupe de rebelles tentant de voler les plans de l'Étoile de la Mort, dans l'espoir de trouver une faiblesse et de la détruire, semble trouver grâce auprès du public. Un film qui aura justement marqué les esprits pour sa différence, sa nouveauté et même sa prise de risque. Je vous propose de revenir plus de 15 ans en arrière, au moment de la sortie du 3e volet de la 2e trilogie de George Lucas, afin d'acquérir toutes les clés de compréhension qui nous aideront à comprendre aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve. How worried are you that the critics are not going to like this new movie? Oh, I'm not worried at all. They haven't liked any of them, really. And they especially haven't liked the last two. So, Well, exactly. hey, it can't get any worse. La prélogie Star Wars, réalisée une deuxième fois par George Lucas, suscite à l'époque de nombreuses réactions très mitigées de la part des fans et des critiques. Certains fans furent déçus par les choix créatifs de Lucas, notamment l'ajout de personnages tels que Jar Jar Binks, considérés comme maladroits, voire inutiles. Les dialogues furent eux aussi très critiqués pour le manque de naturel et pour leur manque de subtilité. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Certains également ont été déçus par la façon dont les films ont abordé les événements menant à la trilogie originale, trouvant que ça minimisait l'impact dramatique de ces films. Et au final, les films ont juste dégoûté une grande majorité du public de l'époque, que ce soit à cause de son scénario, mais à cause également de sa technique, comme avec leurs effets visuels, estimés beaucoup trop excessifs, donnant un impact négatif sur le réalisme et sur l'immersion des films, rendant certains éléments de l'univers juste moins crédibles. Malgré les critiques, la prélogie elle a quand même continué à avoir de nombreux fans fidèles et a introduit de nouveaux éléments intéressants à l'univers de Star Wars. Des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, enfin vous avez compris. De plus, la vision de George Lucas, elle a inspiré de nombreux créateurs et elle a joué un rôle important dans l'expansion de la franchise. Mais après le semi-succès de cette prélogie, George Lucas il va faire une annonce. Il ne souhaite plus adapter, continuer ou même faire revenir la franchise Star Wars au cinéma. Could you see that happening? No. No, absolutely, positively, you're really closing the door without any wiggle room whatsoever. Right. There is no episode 7. Il veut juste se concentrer sur autre chose. Et ce quelque chose, il va le trouver aux côtés de Dave Filoni quelques années plus tard avec la série animée The Clone Wars, une série adaptée du grand écran vers le petit écran. The Clone Wars, c'est une série qui sera diffusée entre 2008 et 2014 et qui aura au final sa dernière saison en 2020. Elle nous raconte les péripéties d'une multitude de personnages connus des films ou créés pour l'occasion qui évoluent pendant la guerre des clones établie entre Star Wars 2 et Star Wars 3. Une incroyable série qui permet aux téléspectateurs, aux fans de Star Wars et aux néophytes du genre de découvrir ce qui n'a jamais pu être raconté dans les films. Un beau moyen de narrer autre chose tout en enrichissant le lore, avec par exemple le retour d'anciens ennemis, voire même des amis. Mais la vraie force de cette série, elle réside dans son écriture. Un récit parfaitement exécuté par Dave Filoni et George Lucas qui nous permet d'en découvrir davantage sur des sujets parfois durs comme la réalité de la guerre, la peur face au combat, les échecs et les doutes, la désertion et la remise en question de certains. Œuvrent-ils au final pour le bien ou pour le mal? Comment les peuples vivent cette guerre ou encore le combat est-il la vraie solution? Tant de questionnements qui trouveront des réponses au fur et à mesure des saisons. Et je pense que je ne vous apprends rien, The Clone Wars, c'est une série énormément respectée par les fans, considérée à ce jour comme l'une des meilleures séries Star Wars, même si tous les épisodes ne sont pas forcément géniaux et que certains scénarios sont parfois peut-être un petit peu loufoques, on sent que les scénaristes, ils s'éclataient vraiment, tout en ajoutant même parfois quelques références à certains films, comme Le Voyage de Gulliver, Alien ou Godzilla. Mais si je vous disais qu'avant The Clone Wars, George Lucas y pense déjà à faire une autre série, et une série en live action. Mais l'envie de George Lucas de faire une série Star Wars en prise de vue réelle comme nous pouvons en avoir de nos jours, elle date pas d'hier. Avant même la création de la série animée The Clone Wars, Lucas, il annonce lors de la Star Wars Celebration de 2005, à l'occasion de la sortie de La Revanche des Sith, qu'il travaille à la création d'un nouveau projet pour une sortie, il l'espère en tout cas, dans quelques années. Son nom, Star Wars Underworld. Then I'm working on a spin-off series. It's not with the main characters, but it's with other characters that have appeared in the series. It's going to be a live-action series, and I think it's a really great idea. We're probably not even going to get started shooting for about a year. What we want to do is what we did with Young Indy, which is to do
the first season of scripts all at once and then go and shoot them. So it takes a little time because it means we have to write all the scripts and set everything up. And I'm going to get it started and hire the showrunners and all that sort of thing, but then I'm going to step away from it and go and do other things. C'est possible que vous n'ayez jamais entendu parler de ça, et pourtant c'est un projet pharaonique censé faire le lien entre les films et le jeu Star Wars 1313, un jeu vidéo annulé en 2012 au moment du rachat de Lucasfilm par Disney. La série, elle était censée se dérouler entre les épisodes 3 et 4 de la saga Star Wars et se concentrer sur le monde souterrain de Coruscant, la planète capitale de la République galactique. Elle devait explorer la criminalité, la corruption et les intrigues politiques qui se déroulaient dans les bas-fonds de la ville, ainsi que les personnages qui évoluaient. Et si l'on est attentif aux détails, on peut remarquer par exemple des similitudes d'environnement entre la série Star Wars Underworld et celle de Disney+, comme Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian, Boba Fett ou même encore Andor, dans de lieux différents ou de personnages tout aussi divers, inspirés du travail de George Lucas et de ses équipes. Et selon Lucas, la série elle aurait été sombre, plus dure, plus adulte que les films Star Wars précédents, avec une esthétique inspirée de Blade Runner et du film noir. Et le producteur Rick McCallum, engagé sur le projet, dira même que l'objectif était de créer une série cinématique avec une narration complexe et une profondeur de personnages qui n'était pas possible dans les films Star Wars, décrivant le type visuel comme étant dur, urbain et implacable, avec une utilisation de la lumière et de l'ombre pour créer une atmosphère sombre et dramatique, très différent de ce qui avait été présenté dans les films Star Wars, ou en tout cas en s'éloignant le plus possible. Et aujourd'hui, avec ces explications, ces intentions, mais également ces rumeurs, ces images, ces photos, tout ce qui traîne un peu sur internet, eh bien c'est compliqué de réellement savoir à quoi Star Wars Underworld aurait pu ressembler. Et je pense que la seule personne qui le sait vraiment, en fait, c'est George Lucas. Mais il a été spéculé que la série aurait présenté des personnages tels que le chasseur de primes Boba Fett, qu'il aurait eu un rôle hyper important dans les intrigues de la série, ainsi que la princesse Leia Organa, qui aurait été présente comme une jeune sénatrice en quête de justice pour les habitants de la basse ville de Coruscant. On aurait eu aussi des personnages originaux qui auraient été introduits, tels que des criminels notoires, des contrebandiers, des espions, des mercenaires, et qui auraient été tous impliqués dans une intrigue sombre et compliquée. Un truc très différent du coup. D'autres rumeurs font également mention de l'acteur Wensworth Miller, apparu à l'époque dans Dinotopia, qui aurait pu camper ici le rôle d'un jeune Jedi qui aurait tenté de survivre après l'exécution de l'Ordre 66. Une histoire qui aurait pu s'apparenter quelque peu avec celle de Jedi Fallen Order, et encore une fois, je me répète, on n'en sait rien, beaucoup de choses ont été diffusées, des fancasts, des idées, des acteurs, des actrices, et en fait le truc c'est qu'on n'en sait vraiment rien. On suppose que certains devaient être là, mais au final, rien n'est moins sûr. Bon, vous l'avez compris, ça ne s'est pas fait, mais alors, quelles sont les vraies raisons derrière ce ratage ? Eh bien, la production de la série Star Wars Underworld, elle aurait été confrontée à de nombreux problèmes budgétaires importants, qui auraient justement contribué à son annulation. Par exemple, le coût élevé de la série, environ 300 millions de dollars. Ça aurait été un facteur clé dans la décision de l'annuler, car la production aurait nécessité des effets spéciaux de fou, ainsi que des décors complexes pour créer l'environnement souterrain de Coruscant. Le nombre de scripts écrits pour la série n'ayant jamais été confirmé, il est possible que les scénarios auraient été un autre obstacle pour la production. Il aurait été difficile de produire une série avec une intrigue mature et complexe qui s'adressait à un public plus âgé et qui n'était pas destiné à un public familial plus large, comme c'est souvent le cas avec les projets Star Wars. En fin de compte, les coûts élevés combinés à la complexité de l'intrigue et du public cible ont contribué à l'annulation de la série Star Wars Underworld. Bien que la série n'ait jamais été produite, elle reste dans la mémoire des fans de Star Wars comme un projet passionnant qui aurait pu explorer un aspect peu connu du lore de Coruscant. Mais malgré l'intérêt indéniable de Lucas pour ce projet, les problèmes financiers de Lucasfilm auront fini par le rattraper. Et vous l'aurez compris, je pense que je ne vous apprends absolument rien, Star Wars, c'est une franchise extrêmement lucrative, des succès énormes au box-office rapportant des centaines de millions de dollars, des séries animées, des jeux vidéo ou de société, ainsi que plusieurs centaines de livres, comics et bandes dessinées. Mais le gros du marché, c'est vraiment ces produits dérivés. Et je peux vous dire qu'il y en a vraiment énormément. Des centaines voire des milliers d'objets se vendent depuis la sortie du premier film en 77. On a des jouets, des cahiers, des serviettes, des porte-clés, en passant même par des chaussons ou des peignoirs, quand même, il y a pas mal de choses. Les plus cool, voire les plus inutiles, en passant évidemment par les plus étranges, il fallait que ça arrive, les plus obscurs, comme les canards en plastique Stormtrooper, je peux pas savoir ce qu'on fait avec, les costumes pour chiens, what the fuck, le sac à vomi, pas ouf, ou encore le distributeur de scotch C3PO qui se trouve à l'entrejambe de C3PO. Ouais. Vous l'aurez compris, Star Wars, ça parle absolument à tout le monde. Aux jeunes comme aux vieux, aux hommes comme aux femmes,
quel que soit le pays, le contexte ou le background. Tout le monde peut se retrouver dans cet univers, et c'est ce qui fait son succès depuis des décennies. Un succès qui, comme je le disais plus tôt, ramène énormément d'argent, mais également des opportunités. En 2012, George Lucas, il est préoccupé par l'avenir de la franchise et par la capacité de Lucasfilm à continuer de produire des films ou des séries de bonne qualité. Et c'est à ce moment-là que va survenir un astéroïde, une bombe que personne n'aurait pu prévoir à ce moment-là, une annonce qui va secouer Internet et vraiment les médias du monde entier. The Walt Disney Company is buying Lucasfilm Limited. Disney is buying Lucasfilm, the company behind the Star Wars franchise, for just The Walt Disney Company has acquired Lucasfilm Limited for $4 billion. Octobre de la même année, la nouvelle secoue l'industrie cinématographique. Disney rachète Lucasfilm pour un montant total de 4 milliards de dollars. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Et l'un des acteurs clés dans l'acquisition de Lucasfilm par Disney n'est autre que Bob Iger, le PDG de la Walt Disney Company. Il est l'homme derrière toutes les meilleures décisions de la firme depuis Walt Disney, comme le rachat de Pixar, de Marvel, de la 20th Century Fox, et bien entendu de Lucasfilm. Bob Iger, c'est un visionnaire qui aura compris l'importance de la nostalgie. Et c'est exactement comme ça que Disney fonctionne avec ses propriétés intellectuelles. Pour comprendre davantage, les parcs à thème Disney sont connus pour leur capacité à recréer des moments de nostalgie pour les visiteurs, à propos justement des attractions basées sur les personnages ou des films classiques de l'entreprise. Du coup, Disney a racheté des franchises au fur et à mesure des années, telles que Marvel et Star Wars, des franchises qui possèdent des décennies d'histoire derrière elles, et qui permet à Disney de capitaliser sur la nostalgie des fans, ainsi que d'ouvrir son marché à de nouvelles cibles, voire même des nouveaux clients. Des œuvres existantes, telles que les films d'animation classiques, ont également été modernisées sous forme de remake live-action pour attirer un public plus large et capitaliser sur la nostalgie des fans de longue date. En fin de compte, c'est un élément clé de la stratégie de Disney pour maintenir l'intérêt du public et continuer à croître en tant qu'entreprise. Les studios de production tels que Marvel, Pixar, Lucasfilm ont tous réussi à toucher différents publics grâce à leur capacité à exploiter la nostalgie de manière créative et efficace. Miramax Film par exemple produit des films destinés à un public adulte avec des thèmes matures, tandis que Touchstone Pictures produit des films plus diversifiés mais toujours adaptés aux adultes. Marvel Studios produit des films adaptés aux adultes mais destinés à un public plus jeune, tandis que Lucasfilm produit des films de la franchise Star Wars ou autres destinés à un public familial, bien que certains films puissent contenir des scènes effrayantes ou même intenses. Enfin Pixar, c'est un peu différent, c'est un studio qui produit des films destinés à un public familial et conçus pour être appréciés par les enfants et les adultes, donc les deux. Et en choisissant les cibles d'âge différentes pour ces différents studios de production, Disney peut toucher un large public tout en s'assurant que chaque film est adapté à la bonne cible. En suivant cette idéologie, il était plus qu'évident que Disney finirait un jour par vouloir capitaliser et profiter de la poule aux œufs d'or que représente Lucasfilm. Et par la même occasion, ses licences phares comme Willow, Indiana Jones et bien évidemment Star Wars. Bon, on va prendre un peu de recul, poser les choses, mais il faut absolument le dire, si aujourd'hui tous les fans de Star Wars ne pensent pas la même chose vis-à-vis de la postologie, beaucoup en veulent à Disney pour avoir politisé, édulcoré ou dénaturé Star Wars. Beaucoup de critiques reprochent au film de la postologie d'avoir manqué d'originalité en réutilisant des éléments ou des idées des films précédents, plutôt que de proposer quelque chose de nouveau et de créatif. Bien que le manque d'originalité soit souvent visé, c'est bien plus la façon avec laquelle Disney a abordé sa nouvelle trilogie, là où Lucasfilm, et donc George Lucas, Dave Filoni ou d'autres voulaient vraiment raconter quelque chose, développer un univers partagé qui tient la route, qu'importe le coût, les ressources utilisées ou même juste le temps passé dessus. Du côté Disney, eh bien les ambitions, elles sont tout autres. L'objectif à ce moment-là n'est pas de raconter quoi que ce soit, de faire rêver les fans ou même d'offrir une suite digne de l'attente, mais bien de capitaliser un maximum et de récupérer au plus vite un retour sur investissement. Là où George Lucas avait réfléchi des années pour l'écriture d'une trilogie, à une construction logique avec un début, un milieu, une fin, enfin, quelque chose de normal en soi, eh bien Disney et Lucasfilm, de leur côté, dirigé désormais par Kathleen Kennedy, ne prendra au final que très peu de temps pour écrire, tourner et même sortir son film. Dans la grande majorité, la plupart des films de l'ère Disney ont été des succès au box-office majeur. Ça ne veut rien dire, mais que vous le sachiez, Star Wars 7, actuellement, c'est le 5e plus gros film ever. Solo A Star Wars Story, quant à lui, sera l'exception qui confirme la règle, et ne rencontrera simplement pas le succès escompté, fermant pour de bon, au moins en film, l'arc sur Han Solo et ce qui aurait pu se passer. Rogue One, quant à lui, c'est un extraterrestre, il va réussir à se démarquer des autres films, et les retours critiques sont de loin les meilleurs de toutes les suites Lucasfilm Disney. Le film va marquer pour son scénario plus sombre,
plus adulte, loin de Star Wars 7, sorti à ce moment-là, juste un an plus tôt. Rogue One, il va montrer que la franchise Star Wars, elle est capable de se renouveler et proposer des nouvelles histoires et de nouveaux personnages. Bien que le film il était en partie inspiré par des éléments de la trilogie originelle, il a également introduit de nouveaux éléments dans l'univers de Star Wars, agrandi, voire enrichi le lore, tout en s'éloignant des clichés et du fanservice habituel. Il est important pour moi néanmoins de rappeler quelque chose de très important. Tous ces films ont joué sur un aspect clair et principal du côté de chez Disney. La nostalgie de revoir des personnages familiers de l'univers, des vaisseaux, des horizons et planètes déjà présentés dans les films précédents, mais également un fanservice poussif vis-à-vis de certains retours, voire certains éléments de la franchise. Et si aujourd'hui les fans ont été déçus des films comme Star Wars 7, 8 et 9, ce n'est pas seulement par son fanservice, mais pour son scénario rushé, ces différents réalisateurs qui ont pénalisé les spectateurs et fans du monde entier, ces incohérences scénaristiques, ces personnages parfois cheatés, voire énervants ou juste simplement mal écrits, mais principalement parce qu'au final, les films de cet univers que l'on adore, eh bien ils méritaient peut-être bien plus. Une autre histoire, de la nouveauté, une histoire unique et même différente. Et si aujourd'hui l'avenir de Star Wars en film il est incertain, bien qu'un film dont personne ne connaît l'histoire devrait arriver d'ici 2025-2026, il est clair que du côté des séries, l'avenir est plus que probable. Et si J.J. Abrams ou Rian Johnson n'auront pas réussi à convaincre, ce n'est clairement pas le cas de tout le monde. Parce que malgré tout, un projet dont personne ne croyait, personne même n'attendait, aura réussi là où d'autres ont échoué. Et ça nous le devons à deux fans de Star Wars voulant rendre leur lettre de noblesse à la franchise. Le nom de ce miracle, évidemment, vous l'avez, on parle enfin de la série The Mandalorian. Alors avant de vous parler du sujet tant attendu de la vidéo qui est The Mandalorian, j'avais envie de revenir sur la raison pour laquelle je vous ai parlé d'autres sujets comme Star Wars Underworld, Star Wars The Clone Wars, mais également la postologie avant de vous parler de la série. Quand on compare ce qui est comparable, on se rend compte facilement que la série The Mandalorian, elle va casser les codes de ce qu'a établi la postologie depuis le rachat de Lucasfilm par Disney. On se rend compte également que si des personnes sont fans, mais également impliquées, et qui ne font pas ça spécialement pour l'argent, mais bien plus pour raconter quelque chose, eh bien ça change vraiment la donne. Et c'est là où Disney fait un peu mal au cœur en fait, parce que d'un côté on a la postologie qui est décriée, qui n'est pas spécialement très intéressante et qui va revenir très rapidement sur le fanservice et la nostalgie, et d'un autre côté on a la série The Mandalorian qui va sortir de ses codes et qui va proposer quelque chose de très intéressant. Mais voilà, quand on met deux des personnes les plus investies à la barre d'un tel projet, ça ne pouvait proposer que du très très bon. Deux amoureux de l'univers voulant réellement proposer autre chose, une autre vision, une nouvelle épopée, je parle bien évidemment de Dave Filoni et Jon Favreau. Et c'est Jon Favreau lui-même qui le dit, le projet autour de The Mandalorian, il est arrivé très tôt sur la table. À peine quelques mois après le rachat de Lucasfilm par Disney, celui-ci contacte Kathleen Kennedy, nouvelle PDG de Lucasfilm, et lui propose des bribes d'idées pour un possible scénario de film. Une histoire différente de la série d'aujourd'hui, avec un retour de Luke Skywalker en maître Jedi, entraînant de futurs Padawan, dont le personnage de Baby Yoda. Mais voilà, vous connaissez l'histoire, Lucasfilm a déjà son idée en tête et va confier les rênes de son nouveau Star Wars à J.J. Abrams. Bien des années plus tard, Jon Favreau revient à la charge et propose un script qui va alors tout changer. So I went in and I pitched an idea, a very simple idea about a bounty hunter, which is basically the first scene of the first season. And she said that, Dave Filoni had been talking about doing something around Mandalorians as well, much different than this. He really helped fill out my understanding of Star Wars because he was so closely associated with it and worked with George Lucas for 10 years. But everything I was writing, I was showing Dave. And Dave was getting back to me and giving me a lot of input. And we would collaborate on ideas and I would go off and write and show it to him. And then he wrote I think he wrote a couple episodes too. And that's how it started. Comme l'avait voulu George Lucas avec sa série Star Wars Underworld, The Mandalorian y promet d'explorer un aspect plus sombre et plus souterrain de l'univers Star Wars. Et quand on sait que Lucas et Filoni avaient déjà repris des idées de Star Wars Underworld pour les incorporer dans les diverses saisons de Clone Wars, idées qui ont probablement dû être reprises par la suite pour la série The Mandalorian, eh bien ça fait chaud au cœur et plaisir d'imaginer que quelque part, parmi les projets de Disney, l'héritage de Lucas, il est toujours présent. Et oui, parce que, à la différence de la postologie, on a le sentiment que Disney a davantage laissé gérer Filoni en lui laissant, j'imagine peut-être, carte blanche et lui faisant totalement confiance. Oui, parce que, rappelons-le, Filoni ce n'est pas n'importe qui, et son nom est devenu synonyme de succès. Une success story méritée, gagnée au fil des ans, avec des séries comme Star Wars The Clone Wars ou Star Wars Rebels, deux séries très appréciées des fans. I still sketch all the time, even today, for this stuff, but George taught me to think more in terms of a camera and blocking, and so he really got me interested in, well, maybe it's something I'd like to do. This was a great experience because he was cool, he was super knowledgeable, like he was everything that you thought
the guy who created Star Wars was. Jon Favreau, lui, c'est un grand fan de la saga Star Wars. Dans de nombreuses interviews, il va déclarer qu'il considère les films originaux de Star Wars comme une énorme source d'inspiration pour l'entièreté de sa carrière ou presque. Son objectif avec The Mandalorian, c'est de raconter une vraie bonne histoire qui plaise aux fans de la série originale, tout en apportant quelque chose de nouveau et d'excitant à l'univers de Star Wars. Bon, ça y est, c'est fini. Après des mois de post-production, des mois de tournage, mais également d'écriture, la série The Mandalorian, elle est enfin prête à être présentée au public. The Mandalorian, elle est alors extrêmement importante pour Disney, mais également pour Lucasfilm, parce que c'est le premier programme, la première série à être diffusée exclusivement sur Disney+, et non à la télévision. Une nouvelle plateforme de streaming, établie pour concurrencer les deux géants déjà bien en place qui sont Netflix et Amazon Prime Video. Et la pression, elle est énorme. La série, elle doit plaire et donner l'envie aux familles du monde entier de se souscrire mensuellement. À la différence de Netflix, qui avait réussi à se démarquer en devenant justement la première plateforme, et en même temps la seule qui proposait la lecture en continu de ses propriétés intellectuelles, Disney, eux, de leur côté, ils préfèrent rester sur le concept d'un épisode par semaine. Comme ça permet aussi aux gens d'en parler plus longtemps, de pouvoir théoriser, de faire des vidéos dessus, mais surtout aussi, ça permet au public de rester plus longtemps abonné à Disney+. Disney+, de leur côté, ils vont programmer la sortie de la série The Mandalorian pour matcher parfaitement avec le calendrier Star Wars du dernier film à venir. Proposons alors au public de découvrir la série The Mandalorian pendant la durée d'exploitation de l'ascension de Skywalker, permettant de surfer doublement sur la hype, tout en laissant l'opportunité aux intéressés de souscrire à Disney+, pour continuer l'expérience, directement à la maison. Alors que les premiers épisodes de The Mandalorian sortent, le public découvre en salle le dernier film de la dernière trilogie, concluant par la même occasion une saga vieille de plus de 40 ans. Bon, je pense que je prends pas trop de risques en vous le disant, même si le film va faire le milliard au box-office, les retours critiques du film Star Wars 9 sont très mauvais, et le public qui découvre Mandalorian en même temps que Star Wars 9, va choisir de se désintéresser du format cinéma pour bien plus s'intéresser à ce qui se passe sur Disney+, et la série The Mandalorian. Déjà, il faut prendre conscience qu'à la différence de la postologie, écrit film par film sans avoir de réel fil rouge, obligeant les réalisateurs et les scénaristes du film d'après à se creuser les méninges, broder une histoire qui sera au final peut-être modifiée ou réécrite par un autre dans le film d'après, du côté de The Mandalorian, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et Jon Favreau, il va écrire en avance, entre 2018 et 2020, 3 saisons pour la série, offrant alors un réel fil rouge, une direction où aller. Ça permet d'intégrer des personnages ou des événements qui auront un impact plus tard dans la série. Des situations ou des bribes d'informations distillées au compte-gouttes, offrant des réponses, voire des révélations plus tard dans l'histoire. Mais la réelle force de The Mandalorian, elle réside dans son écriture et son scénario. Même si j'adore la trilogie et la prélogie, j'avais accepté qu'à la fin de la Revanche des Sith ou même le Retour du Jedi, l'histoire était terminée. Je n'avais personnellement pas besoin de connaître les détails après les films de George Lucas, parce qu'il m'avait déjà tout raconté. Nul besoin de m'expliquer quoi que ce soit en fait. Et c'est là où, en mon sens, la postologie de Disney, elle s'est également perdue. Ils auraient pu raconter 10 000 autres histoires en fait pour relancer une nouvelle trilogie, en s'inspirant par exemple, je sais pas moi, des jeux comme Star Wars The Old Republic, ou en puisant dans l'inspiration de l'univers étendu, du côté des livres ou des comics. Encore une fois, Disney, ils se sont perdus dans leur travers, voulant faire revenir le casting originel pour surfer, comme à son habitude, sur le fanservice et la nostalgie. Mais avec The Mandalorian, les choses, elles sont enfin différentes. Pour la première fois, sans compter Rebelle ou d'autres séries animées, le public il va découvrir les aventures d'un personnage qu'il ne connaît pas, ainsi qu'une histoire dont il n'a jamais entendu parler. L'intrigue de la série est complexe, riche en rebondissements et en surprises, tout en restant accessible et compréhensible pour les spectateurs de tout âge. Les épisodes ont des intrigues indépendantes qui racontent des histoires captivantes, tout en s'inscrivant dans une trame narrative plus large. La série propose des épisodes qui ont une tonalité différente également, certains sont plus amusants et plus légers, tandis que d'autres sont plus sérieux et plus sombres. Cette diversité d'histoires, elle permet de ne pas s'ennuyer et d'avoir des émotions variées tout au long de la série. En somme, ça contribue à garder l'intérêt et l'excitation des spectateurs. De plus, les personnages de la série sont bien développés. Ils ont des motivations, des histoires personnelles intéressantes, et ça les rend attachants. La relation par exemple entre Din Djarin et Grogu, elle fait partie des grosses réussites de la série. Pour le Mandalorian, Grogu, ça devient un substitut de famille et un lien avec son propre passé, et pour Grogu, Mando, il représente un protecteur. Une relation profonde et touchante, parfaitement retranscrite à l'écran, proposant une émotion forte, montrant par la même occasion que même dans un univers aussi dur que celui de Star Wars, il est possible de trouver de l'amitié, de l'amour et de la compassion plus fort que les liens du sang ou de la race. Et en plus de sa justesse d'écriture et un bon scénario, l'ambiance de la série, c'est un autre élément clé de son succès. Ça puise énormément dans plusieurs styles comme le film noir, le western, avec une atmosphère très marquée, très sombre, parfois sale,
délabré, rendant l'univers très immersif. L'ambiance est également influencée par les inspirations de ses créateurs, et Jon Favreau il va citer plusieurs films comme source d'inspiration pour The Mandalorian, notamment comme Les 7 mercenaires, Les 7 samouraïs ou même Red River, autant de styles que de genres différents. What I originally pitched when I went in, I said, look, I don't want to be influenced so much by Star Wars. You know, we definitely want to be consistent with Star Wars, but I want to be influenced by the stuff that influenced George. Les créateurs de la série puisent également dans les séries clés de l'univers de Star Wars, comme les films, ou la série Clone Wars, tout en apportant de nouvelles idées. Le fait d'avoir diverses planètes différentes, aux architectures marquées ou représentatives, permet de proposer une palette riche et variée presque à chaque fois avec des décors réalistes et détaillés, qui créent un monde plausible, crédible et cohérent. Et en fait, le vrai plus de cette série, c'est de pouvoir toucher à toutes sortes de publics, même ceux qui sont pas forcément familiers avec l'histoire de Star Wars. Et je fais une petite aparté, mais comment on peut parler de The Mandalorian sans citer son personnage principal, incarné par Pedro Pascal ? On va dire les choses, c'est un acteur brillant qui excelle par son jeu, et j'imagine que c'est difficile de faire passer toutes sortes d'émotions à travers un casque, et pourtant il y arrive à la perfection, devant compter davantage sur son corps et sur ce qu'il dégage face à la caméra. L'un des autres atouts majeurs de The Mandalorian, en plus de son écriture et de son style, est évidemment la manière dont ces histoires sont mises en scène. Si des séries spin-off de Star Wars comme Boba Fett et Obi-Wan Kenobi sont réalisées par une seule et même personne, du côté de The Mandalorian, les choses elles sont assez différentes. Au final, depuis la saison 1 jusqu'à la saison 3, ce sont plus d'une quinzaine de noms qui se sont succédés. On aura par exemple Deborah Chow et Robert Rodriguez, qui se sont vus confier par la suite des séries qui divisent comme Obi-Wan Kenobi et le livre de Boba Fett, mais également Apollo Creed, Carl Weathers lui-même, dont j'ignorais le talent pour la réalisation avant de voir ces 2 épisodes. On retrouve également 2 réalisateurs habitués de Disney, et plus précisément du Marvel Cinematic Universe, alias Peyton Reed d'un côté, réalisateur sur la trilogie Ant-Man, et de l'autre, Taika Waititi, de plus en plus populaire à Hollywood, ayant explosé avec Thor 3. Et si l'on peut évidemment retrouver Jon Favreau et Dave Filoni à la réalisation, c'est surtout le nom de 2 réals qui va vraiment m'interpeller. D'un côté, on a Rick Famuyiwa, très peu connu avant la série The Mandalorian, et qui nous sort ici plusieurs épisodes incroyables et parfaitement exécutés, ainsi que Bryce Dallas Howard, fille de Ron Howard et actrice chevronnée, apparue ces dernières années dans Black Mirror ou même la trilogie Jurassic World. Et ce qui est assez dingue avec ça, c'est qu'elle n'avait jamais réalisé avant ça. Et pourtant, elle apporte une vision différente et un réel plus-value à la série. Elle apporte son œil de fan de Star Wars, inspiré par Lucas et le cinéma, et elle veut retranscrire à l'image tout l'amour qu'elle lui porte. En résumé, le fait d'avoir plusieurs réalisateurs sur une série comme The Mandalorian, ça peut offrir de la variété, de la diversité, de nouvelles opportunités et de nouvelles perspectives, ce qui contribue à son succès. Chaque réalisateur et réalisatrice propose sa patte, sa vision créative. Bon, je me propose de vous en parler parce que c'est quelque chose dont Disney et Lucasfilm ont l'air d'être extrêmement fiers. Leur atout magique, qui leur permet de réaliser une série comme The Mandalorian à moindre coût, c'est évidemment sa technologie. Une technologie qui aurait énormément plu à George Lucas à l'époque pour la création et la production véritable de la série Star Wars Underworld. Bon, cette révolution, vous la connaissez peut-être, c'est le Stagecraft ou le V pour volume. En collaboration avec Epic Games et Nvidia, ALM développe un décor numérique qui permet de gagner en réalisme et faciliter les tournages. Cette technologie, c'est un type d'écran LED courbé qui entoure complètement l'espace de tournage. Et ça signifie qu'en fait, les acteurs et les équipes de production peuvent voir les décors virtuels en direct, ce qui leur permet de mieux s'immerger, de mieux jouer. Des effets spéciaux peuvent être également rajoutés en direct, comme les projections de lumière ou des explosions. Ça permet de gagner énormément de temps en post-production, et c'est vraiment une technologie qui commence de plus en plus à se démocratiser. Et on peut facilement imaginer, je pense, que à l'avenir, cette technologie elle pourrait remplacer les fonds verts. Bien que l'aspect pratique et facile d'exécution pourrait être le seul avantage de cette technologie, bien sachez qu'en fait il n'en est rien. Le Stagecraft, ça permet également d'aider à la réalisation ainsi qu'à la mise en scène. Ça donne une meilleure idée de ce à quoi ressemblera le décor final et permet des ajustements en direct. Là où avant il fallait construire un gigantesque décor, déplacer des équipes entières sur des lieux de tournage, parfois même dans d'autres pays, désormais en quelques clics et sans bouger, il est possible de se retrouver juste à l'autre bout de la planète, sur un glacier, dans une forêt tropicale, enfin, vous avez compris le délire. Et ce système, il permet même l'impensable, créer sa propre lumière. C'est complètement dingue. Ça permet d'avoir de la réflexion de lumière sur les armures par exemple, ou même des ombres comme dans des vrais environnements. Bien que la technologie du Stagecraft, elle soit très avancée, elle présente également certaines limites, évidemment. Par exemple, elle est moins efficace pour les scènes qui nécessitent une grande mobilité de la caméra, ou qui se déroulent dans des environnements très larges ou très ouverts, obligeant les équipes, surtout en première saison, de construire des décors circulaires, favorisant les gros plans tout en évitant de filmer des combats aériens ou des cascades juste trop compliquées. On a parlé de la mise en scène, on a parlé du scénario et sa technologie, mais si je vous disais que Mandalorian trouve encore le moyen d'innover,
une dernière fois. Contrairement au précédent film Star Wars, la série, elle ne se fie pas uniquement aux compositions de John Williams pour créer une ambiance musicale. Même si j'adore John Williams, c'est vrai que ça fait plaisir de découvrir autre chose. Et au lieu de reprendre la même chose, les mêmes thèmes, le compositeur Ludwig Göransson, il est choisi pour créer une bande originale unique, avec un nouveau style, une nouvelle composition assez audacieuse et même novatrice. Il utilise des instruments ethniques tels que la flûte de pan bulgare, et le doudouk arménien, ainsi que des percussions tribales pour créer une espèce d'atmosphère qui évoque à la fois la tradition ou même la modernité. Different was big, different was key, and it's something that for me I experienced first talking with George about music. When you were immediately talking about different sounds and you brought up Ludwig, and I was like, wow, this is like, I'm having that moment again, and it makes complete sense for what we were doing. Star Wars is Star Wars, and we love Star Wars, and we're not pretending we're Star Wars. We're our own thing that is an offshoot of that. Et cette approche musicale innovante, elle permet à la série de se démarquer du style plus traditionnel de Star Wars et créer une ambiance unique qui plonge les spectateurs dans l'univers de la série. L'utilisation de ces instruments, elle apporte une certaine authenticité à la musique, renforçant ainsi l'immersion du public dans l'univers de la série. Ou en plus de la musique, j'aurais pu parler du générique du début ou même générique de fin, reprenant des artworks, des images en rapport avec l'épisode, nous proposant de rester jusqu'à la fin du générique pour découvrir ces magnifiques illustrations. En définitive, The Mandalorian innove par bien des aspects. Même si la nostalgie est bien présente, on a le sentiment que le curseur n'a pas été tourné au maximum comme avec la postologie. Certaines références feront plaisir aux fans de la licence sans forcément perdre les néophytes. On sent vraiment que Filoni et Favreau s'amusent sur ce projet et veulent réellement satisfaire le public. Maintenant, il est clair que Mandalorian n'est pas sans défaut. Beaucoup reprochent son côté parfois le jeu vidéo, comme par exemple les sous-quêtes, les boss fights, les loots ou même la réparation de l'équipement ou l'upgrade de celui-ci. Les jeux vidéo, même s'ils sont écrits comme ça, restent avant tout des histoires, des événements qui mènent à une situation, des péripéties comme dans un film. Et dans le cas présent, une série. Les autres critiques faites à la série, je peux les comprendre. On a par exemple Baby Yoda. Bien que Baby Yoda soit l'un des personnages les plus appréciés de The Mandalorian, beaucoup sont ceux qui trouvent que Disney et Lucasfilm ont beaucoup trop accentué son côté mignon, le rendant tout de suite attachant, le transformant en une espèce de marchandise, avec des produits dérivés à son effigie. D'autres estiment que malgré son importance dans la série, Grogu en fait il est souvent traité comme un simple accessoire, voire un ressort scénaristique. Et alors, personnellement, sans être d'accord à 100% avec ces arguments, je suis bien obligé de le dire, oui, il est vrai. Disney profite énormément de son personnage à des fins commerciales. La popularité de Grogu a créé un engouement pour les produits dérivés, tels que les peluches, les jouets et les vêtements, et ce qui a été bénéfique pour la commercialisation de la série, et pour le fait que tout le monde en a vraiment parlé partout, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Alors c'est évident que la présence de Grogu a contribué à attirer un public plus large, que ce soit chez les fans de Star Wars ou bien chez ceux qui sont à peine familiers avec la franchise. Mais réduire son implication et sa présence dans la série à juste ces derniers points, eh bien selon moi, c'est un peu malhonnête. Grogu et sa relation avec le monde et les personnages, comme avec Din Djarin, apportent une dimension émotionnelle et aussi attachante à l'histoire. Pour conclure, je terminerai par vous dire que j'aime beaucoup la série The Mandalorian, que j'ai trouvé très supérieure à bon nombre de projets Star Wars. Et si au moment où je vous écris cette vidéo, la série n'a pas encore sorti son premier épisode de la saison 3, je dois bien avouer que j'ai de sérieux doutes sur le futur. Au regard de ces dernières séries comme Boba Fett ou Obi-Wan Kenobi, qui ont reçu un accueil plutôt mitigé, je m'interroge quand même sur la stratégie de Disney vis-à-vis de The Mandalorian. Même si la série est excellente à mes yeux, il est clair que les attentes des fans deviennent de plus en plus hautes, avec toujours plus de retours de personnages aimés ou adulés par les fans. Mais alors, Mandalorian va-t-elle sombrer petit à petit au profit d'une nostalgie prédominante, d'un fanservice non nécessaire, ou va-t-elle continuer sur sa lancée, en étant juste une excellente série qui n'a pas besoin de faire ça? N'ayant moi-même pas encore vu la série en dehors, je serais dans l'incapacité d'en parler plus que ça. Mais au vu des retours, et à vie que j'ai pu entendre, la série elle a l'air d'avoir quand même eu un énorme succès critique, malgré des chiffres inférieurs à Boba Fett, Obi-Wan, et même The Mandalorian, évidemment. Et en fait, ma question est la suivante. Et si c'était ça l'avenir de Star Wars, une histoire plus sérieuse, davantage ancrée dans le réel, avec ses difficultés, son parcours, évoluant dans le lore très riche de Star Wars. Le public est-il en train de saturer des contenus de fast-food, comme par exemple certains films Star Wars, ou même les récents films du Marvel Cinematic Universe, petite dédicace à Ant-Man and the Wasp Quantumania, des films aussitôt vus, aussitôt oubliés, voire des films qui ont énervé. Et même si j'avoue encore une fois avoir des doutes, voire des réserves sur le futur,
J'espère qu'avec ce duo aussi fort que Filoni et Favreau, eh bien ces doutes disparaîtront. Rien n'est plus clivant que Star Wars. Une licence ayant eu tellement de films, de jeux, d'adaptations, ne peut satisfaire tout le monde. Et chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et si moi de mon côté par exemple, j'avoue ne pas avoir été vraiment touché par la postologie, même avoir été déçu dans l'ensemble, eh ben ce n'a pas à être forcément le cas pour vous aussi en fait. Chacun devrait être libre de ressentir ce qu'il veut. Et surtout, rien n'est plus subjectif qu'un avis, retenez-le. Donc The Mandalorian fait avant tout partie de Star Wars, un univers créé il y a plus de 40 ans qui aujourd'hui continue à faire rêver petits et grands. Et qui aurait pu croire, et sûrement pas George Lucas lui-même, que l'une des franchises les plus populaires dans les années 80 le serait toujours en fait en 2023. Every couple years there are kids that have their own Star Wars. There's the original trilogy, there's a type of expanded universe group of people, there's prequel people, then there become Clone Wars people, and so on and so on. And they all love Star Wars. They all love similar but different things about Star Wars. J'aime à croire que The Mandalorian fera partie peut-être un jour des plus grandes réussites liées à cet univers, l'univers de Star Wars. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donnez-moi un peu vos retours dans les commentaires si vous avez préféré la série The Mandalorian. Si vous avez kiffé la postologie, dites-le moi aussi, ça serait intéressant de pouvoir débattre dans les commentaires. J'ai ouvert pour l'occasion des réseaux sociaux, donc vous avez un Twitter et un Instagram juste en bas dans la description. Ciao tout le monde.